La chambre de l'hôpital Saint-Louis était enveloppée d'un silence pesant, à peine troublé par le bip régulier des moniteurs et le doux sifflement de la bonbonne d'oxygène. La lumière blafarde d'un matin parisien filtrait à travers les lamelles du store, dessinant des zébrures d'ombre sur le visage cireux de Sophie. À seulement 23 ans, Sophie paraissait bien plus âgée, étendue dans ce lit d'hôpital, son corps frêle, presque englouti par les draps blancs. Ses longs cheveux bruns, autrefois pleins de vie, reposaient maintenant, ternes et éparpillés sur l'oreiller. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, étaient creusés et cernés de noir, témoins silencieux de sa lutte. À côté du lit, assises sur des chaises bien trop grandes pour elles, se trouvaient Léa et Zoé, les filles jumelles de Sophie, âgées de 4 ans. Identiques en apparence avec leurs boucles dorées et leurs yeux bleus, les filles étaient des opposés en personnalité. Léa, l'aînée de quelques minutes à peine, était sérieuse et observatrice. Zoé, agitée et bavarde, ne cessait de tripoter l'ourlet de sa petite robe. Rassemblant ses forces, Sophie lutta pour s'asseoir, un mouvement qui provoqua une toux rauque. Le son brutal fit sursauter les jumelles. « Maman » trembla la voix de Zoé en tendant la main pour toucher le bras de sa mère. Sophie força un sourire, essayant de cacher sa douleur. « Tout va bien, mon amour » murmura-t-elle. « Approchez, mes petites. Maman doit vous parler de quelque chose de très important. » Les jumelles se penchèrent, leurs expressions un mélange de curiosité et d'inquiétude. Sophie prit la main de chaque fille dans les siennes, sentant le contraste entre sa peau froide et leurs petites paumes chaudes. « Léa, Zoé » commença Sophie, sa voix gagnant en urgence. « Vous savez que maman est très malade, n'est-ce pas ?» Les filles hochèrent la tête en silence, leurs lèvres tremblantes. « Il y a un homme, » poursuivit Sophie, la voix chancelante, « un homme très important qui peut aider maman. Il s'appelle Jean-Luc Dubois. »« Jean-Luc Dubois » répéta Léa sérieusement, comme pour graver un fait crucial dans sa mémoire. « C'est ça, ma chérie, » dit Sophie avec un faible sourire. « Il travaille dans un bâtiment très haut et magnifique, fait de verre. On dirait un miroir géant qui touche le ciel. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent, leur imagination peignant l'image d'un château de cristal dans les nuages. Sophie glissa la main sous l'oreiller et en sortit un morceau de papier plié, ses mains tremblantes. « Voici l'adresse où vous pouvez le trouver, » dit-elle en tendant le papier à Léa. « Mais maman, » interrompit Zoé, confuse, « pourquoi devons-nous y aller? Pourquoi M. Dubois ne peut-il pas venir ici ?» Sophie ferma les yeux un instant, luttant contre les larmes. Quand elle les rouvrit, il y avait de la résolution dans son regard. « Parce que, mes chéris, » expliqua-t-elle doucement, « les gens importants sont parfois si occupés que nous devons aller à eux. Et en ce moment, vous êtes les seuls à pouvoir faire ça pour moi. » Les jumelles se regardèrent avant de tourner à nouveau leur attention vers leur mère. « Nous irons, maman, » dit Léa avec une gravité dépassant son âge. « Oui, nous trouverons M. Dubois et nous l'amènerons ici pour t'aider, » ajouta Zoé en hochant la tête avec empressement. Sophie sourit, un vrai sourire cette fois, illuminant son visage pâle. « Mes courageuses petites filles » murmura-t-elle en les serrant dans une étreinte forte. À ce moment, une infirmière entra dans la chambre. Céline était jeune, avec un visage bienveillant et des cheveux roux attachés en un chignon désordonné. Ses yeux verts s'adoucirent devant la scène. « Bonjour Sophie » salua-t-elle gentiment. « Comment allons-nous aujourd'hui » Sophie relâcha à contre-cœur ses filles et se laissa retomber contre les oreillers, épuisée. « J'ai connu des jours meilleurs, Céline » répondit-elle avec un faible sourire. Céline vérifia les moniteurs et ajusta la perfusion, remarquant le papier dans la main de Léa et les expressions déterminées sur les visages des jumelles. « Qu'est-ce que nous avons là » demanda-t-elle, curieuse. Zoé prit la parole avec enthousiasme. « Nous avons une mission importante. Nous devons trouver M. Jean-Luc Dubois dans un bâtiment de verre géant pour qu'il puisse aider notre maman. » Céline regarda Sophie, qui lui fit un léger signe de tête. « Eh bien, » dit Céline lentement, « on dirait que vous avez une tâche très importante. Et si je vous aidais dans cette mission ?» Les yeux des jumelles s'illuminèrent. « Le feriez-vous vraiment ?» demanda Léa, stupéfaite. Céline sourit. « Bien sûr, toutes les grandes missions ont besoin d'une équipe,
n'est-ce pas ?» Sophie sentit une vague de gratitude. « Céline, je ne peux pas vous demander ça. »« Je ne vous demande rien, Sophie. Je vous le propose, » dit fermement Céline. « Mon service se termine dans une demi-heure. Je peux emmener les filles à cette adresse et m'assurer qu'elles y arrivent en toute sécurité. » Des larmes coulèrent enfin des yeux de Sophie. « Merci, » murmura-t-elle, submergée par l'émotion. Céline serra doucement l'épaule de Sophie avant de se tourner vers les jumelles. « Alors, mes petites aventurières, que diriez-vous de vous préparer pour notre mission ? Vous pouvez m'attendre dans la salle de jeu pendant que je m'occupe de votre maman. » Les jumelles sautèrent de leurs chaises, un mélange d'excitation et de nervosité sur leur visage. Elles s'approchèrent du lit pour un dernier câlin. Sophie serra ses filles avec toute la force qui lui restait. « Rappelez-vous, mes amours, » murmura-t-elle, « quoi qu'il arrive, vous êtes fortes, courageuses et très aimées. » Les jumelles embrassèrent les joues de leur mère avant de suivre Céline, leur voix excitée, résonnant dans le couloir. Seule dans la chambre, Sophie laissa couler ses larmes. Elle regarda par la fenêtre, observant le soleil levant peindre le ciel. Un nouveau jour commençait, apportant avec lui la promesse du changement et l'espoir du salut. Sophie ferma les yeux, épuisée mais résolue. Ses filles étaient désormais ses messagères, portant non seulement une adresse, mais le destin de toute leur famille. Elle pria en silence, suppliant pour plus de temps, pour une chance de voir ses filles grandir, pour une occasion de réparer les erreurs du passé. Le son des moniteurs emplit le silence, lui rappelant que chaque battement de cœur, chaque souffle était précieux. Et quelque part dans la ville, dans une tour de verre imposante, Jean-Luc Dubois continuait sa vie, ignorant que 2 petites messagères étaient en route, prêtes à tourner son monde, sens dessus-dessous. Le soleil matinal se réverbérait sur les vitres miroitantes de l'impressionnante tour du groupe architectural Dubois à La Défense, créant un spectacle éblouissant qui fit s'arrêter Léa et Zoé, les yeux écarquillés. Le bâtiment semblait atteindre les nuages, exactement comme leur mère l'avait décrit, un géant de verre et d'acier dominant l'horizon parisien. Les jumelles, se tenant la main, se regardèrent, puisant du courage l'une dans l'autre. Léa, toujours la plus sérieuse, serra la main de Zoé et hocha la tête avec détermination. D'un pas hésitant, elles s'approchèrent des portes tournantes, leurs reflets déformés dans le verre poli. « Souviens-toi de ce que maman a dit, » murmura Léa. « Nous ne devons pas abandonner. » Zoé déglutit difficilement et hocha la tête, ses boucles dorées rebondissant avec le mouvement. Ensemble, elles poussèrent la porte tournante et entrèrent dans le luxueux hall du bâtiment. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur. Le marbre du sol brillait comme une glace, reflétant les lustres de cristal suspendus au haut plafond. Les murs étaient ornés d'art modernes et de plantes exotiques, dans d'élégants pots. Les jumelles se sentaient minuscules et déplacées dans ce cadre opulent, leurs robes simples et leurs chaussures usées, contrastant vivement avec leur environnement. Marchant timidement, elles se dirigèrent vers le bureau de la réception, une imposante structure de bois sombre et de métal brillant. Derrière, une femme élégamment vêtue les regarda avec un air de surprise et une légère irritation. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, son ton poli mais distant. Zoé regarda Léa, attendant que sa sœur aînée de quelques minutes prenne l'initiative. Léa prit une profonde inspiration et s'avança. « S'il vous plaît, madame, » commença Léa, sa petite voix déterminée. « Nous devons parler à monsieur Jean-Luc Dubois. C'est très important. » La réceptionniste haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Je suis désolé, mais monsieur Dubois est dans une réunion très importante. Il ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous préalable. Surtout... » Elle hésita, regardant les filles de haut en bas, des enfants. Zoé, sentant l'hésitation de sa sœur, prit la parole. « Mais c'est une urgence !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons vraiment besoin de son aide. » L'expression de la réceptionniste s'adoucit un instant, mais elle reprit rapidement son sang-froid professionnel. « Je comprends que vous soyez inquiètes, les filles, mais je ne peux pas interrompre monsieur Dubois. »
Peut-être pourriez-vous revenir un autre jour avec un adulte ?» Léa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula, se souvenant de la promesse faite à sa mère. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, c'est une question de vie ou de mort. Seul M. Dubois peut aider. » La réceptionniste soupira, clairement mal à l'aise avec la situation. « Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous laisser monter. C'est contre la politique de l'entreprise. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous et demandez à un adulte d'appeler pour prendre rendez-vous ?» Les jumelles échangèrent des regards désespérés. Zoé se mit à pleurer en silence, tandis que Léa luttait pour garder son sang-froid. « Nous ne pouvons pas partir, » insista Léa, sa voix stable malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Nous avons promis de ne pas abandonner. S'il vous plaît, nous n'avons besoin que de 5 minutes avec M. Dubois. » La réceptionniste jeta un coup d'œil autour d'elle, clairement mal à l'aise, face à la scène qui commençait à attirer l'attention des autres dans le hall. « Je suis désolé, les filles, mais vous devez vraiment partir maintenant. Je ne peux pas vous aider. » Le cœur lourd, Léa prit la main de Zoé et les 2 sœurs quittèrent le bâtiment. Mais au lieu de s'éloigner, elles s'assirent sur les marches à l'extérieur, déterminées à attendre aussi longtemps que nécessaire. Les heures passèrent lentement. Les jumelles regardaient le flot constant de cadres bien habillés et de visiteurs importants, tous passant devant elles sans un second regard. La réceptionniste jetait de temps en temps des regards à travers la porte vitrée, un mélange d'irritation et d'inquiétude sur son visage. Pendant ce temps, au 50e étage, Jean-Luc Dubois était plongé dans une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux. Vêtu d'un costume impeccable, il rayonnait de confiance et de pouvoir alors qu'il présentait les plans du dernier gratte-ciel durable de l'entreprise. Au milieu de sa présentation, son assistante personnelle, Amélie, entra discrètement dans la salle de conférence. Elle s'approcha de Jean-Luc et lui murmura à l'oreille « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une situation inhabituelle dans le hall. 2 petites filles insistent pour vous voir. Elles refusent de partir et disent que c'est une question de vie ou de mort. » Jean-Luc fronça les sourcils, momentanément distrait. Quelque chose dans la description de ces filles éveilla en lui un sentiment étrange, un mélange de curiosité et de malaise qu'il ne pouvait expliquer. « Depuis combien de temps sont-elles là ?» demanda-t-il à voix basse. « Quelques heures, monsieur. La réceptionniste a essayé plusieurs fois de les faire partir, mais elles ont refusé de bouger. » Jean-Luc regarda les visages attentifs autour de la table de conférence et prit une décision rapide. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser, mais j'ai besoin d'une brève pause. Servez-vous du café et des rafraîchissements. Je reviens dans quelques minutes. » Ignorant les regards surpris et confus, Jean-Luc quitta la salle de réunion et se dirigea vers l'ascenseur avec Amélie sur ses talons. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir interrompre la réunion pour ça ?» demanda Amélie, inquiète. Jean-Luc secoua la tête, incapable d'expliquer l'impulsion qui le guidait. « Il y a quelque chose dans cette situation, Amélie. Je dois voir ces petites. » L'ascenseur descendit rapidement au rez-de-chaussée. Lorsque les portes s'ouvrirent, Jean-Luc sortit, ses yeux balayant la zone jusqu'à ce qu'il se pose sur 2 petites silhouettes assises sur les marches à l'extérieur. Léa et Zoé, épuisées et découragées après des heures d'attente, remarquèrent à peine l'arrivée de l'homme grand et bien habillé. Ce n'est que lorsqu'il s'agenouilla devant elles, ses yeux bleus bienveillants rencontrant les leurs, qu'elles réalisèrent que leur attente était enfin terminée. « Bonjour, » dit Jean-Luc doucement, sa voix profonde et douce. « J'entends dire que vous me cherchiez. Je suis Jean-Luc Dubois. Comment puis-je vous aider ?» Les jumelles se regardèrent, la surprise et l'espoir illuminant leurs visages fatigués. Léa, rassemblant tout son courage, tendit sa main tremblante avec le morceau de papier froissé. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, « nous avons besoin de votre aide. C'est très important. » Jean-Luc prit le papier, un étrange pressentiment lui serrant le cœur. Quand il le déplia, il vit une adresse d'hôpital écrite à la hâte. « Qui est à l'hôpital » demanda-t-il gentiment. Zoé, les larmes aux yeux, répondit. « Quelqu'un de très important pour nous. Notre mère. »
Elle a dit que vous seul pouviez la sauver. Jean-Luc sentit une vague de compassion pour les filles. Il y avait quelque chose en elles qui le touchait profondément, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. « Êtes-vous venue jusqu'ici toute seule ?» demanda-t-il, inquiet. Léa hocha la tête. « Nous avons promis de ne pas abandonner avant de vous avoir parlé. » Jean-Luc se leva, son esprit tourbillonnant. Il ne savait pas qui était à l'hôpital, ni pourquoi il était considéré comme le seul à pouvoir aider. Mais quelque chose lui disait que c'était important. « Amélie » appela-t-il son assistante, qui observait la scène avec curiosité. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée et appelez mon chauffeur immédiatement. » Sentant l'urgence dans la voix de son patron, Amélie hocha rapidement la tête et s'éloigna pour prendre les dispositions nécessaires. Jean-Luc se tourna vers les jumelles, forçant un sourire rassurant. « Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Vous avez été très courageuse de venir ici. » Les filles hochèrent la tête, le soulagement évident sur leurs visages lasses. Quelques minutes plus tard, ils roulaient dans la luxueuse voiture de Jean-Luc, filant à travers les rues de Paris vers l'hôpital. Les jumelles, assises à l'arrière, semblaient petites et vulnérables contre les sièges en cuir noir. Jean-Luc essaya d'organiser ses pensées. Qui pouvait être à l'hôpital? Pourquoi était-il considéré comme le seul à pouvoir aider? Et pourquoi ces filles lui semblaient-elles si familières alors qu'il était sûr de ne les avoir jamais vues? « Pouvez-vous me dire qui est à l'hôpital » demanda doucement Jean-Luc. Léa et Zoé échangèrent un regard. « Elle nous a dit de ne rien dire, » répondit Léa, « juste de vous amener là-bas. » Jean-Luc hocha la tête, respectant la mystérieuse requête. « D'accord, nous le découvrirons ensemble en arrivant. » Le reste du trajet se passa dans un silence intense, rompu seulement par les indications occasionnelles des jumelles sur le chemin de l'hôpital. Jean-Luc profita de ce temps pour se préparer mentalement à ce qui l'attendait, bien qu'il n'ait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Quand ils arrivèrent enfin à l'hôpital Saint-Louis, Jean-Luc sentit une étrange anxiété. Il suivit les jumelles à travers les couloirs blancs et stériles, chaque pas le rapprochant de quelque chose d'important, de quelque chose qui changerait sa vie. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une porte fermée. Léa et Zoé regardèrent Jean-Luc, attendant qu'il prenne l'initiative. Avec une profonde inspiration, il posa la main sur la poignée de la porte, se préparant à l'inconnu. En ouvrant la porte, la première chose que Jean-Luc vit fut la silhouette frêle d'une femme dans le lit d'hôpital, reliée à plusieurs machines. Le bip régulier du moniteur cardiaque emplissait la pièce, un rappel constant de la fragilité de la vie. Pendant un instant, Jean-Luc se figea sur le seuil, incapable de croire ce qu'il voyait. La femme ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois avant de se concentrer sur Jean-Luc. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de choc. « Jean-Luc » murmura-t-elle, sa voix rauque et faible. « Tu es vraiment venu. » L'impact le frappa comme une vague, le laissant momentanément sans voix. C'était Sophie, sa jeune sœur, qu'il n'avait pas vue depuis si longues années. « Sophie, » dit-il doucement, la voix chargée d'émotion. « Je suis là maintenant. » Les jumelles coururent au chevet de leur mère, impatientes de partager leur aventure. Mais pour Jean-Luc, le temps semblait s'être arrêté. Il regarda à nouveau les filles, les voyant vraiment pour la première fois. Les cheveux blonds, les yeux bleus, les minuscules taches de rousseur sur leur nez. Elles étaient le portrait craché de Sophie enfant. À cet instant, Jean-Luc réalisa qu'il ne retrouvait pas seulement sa sœur perdue de vue. Il découvrait une famille dont il ignorait l'existence. Le cœur battant, l'esprit tourbillonnant, il s'avança vers le lit, prêt à affronter le passé et, peut-être, à construire un nouvel avenir. La chambre de l'hôpital était imprégnée d'un silence tendu, rompu seulement par le bip rythmé des moniteurs cardiaques et le doux sifflement du réservoir d'oxygène. Les lumières fluorescentes froides et impersonnelles contrastaient avec la gravité du moment qui se déroulait. Léa et Zoé se précipitèrent au chevet de Sophie, leurs petites mains agrippant les barrières métalliques, tandis que leurs visages s'illuminaient d'un mélange de soulagement et de fierté.
Leurs yeux pétillaient de l'excitation d'une mission accomplie, contenant à peine le frisson de leur aventure. « Maman, on a réussi !» s'exclama Zoé, la voix tremblante d'émotion. « On a amené M. Dubois, comme tu l'as demandé. »« Oui, maman », ajouta Léa, son ton habituellement sérieux débordant maintenant d'enthousiasme. « On a attendu toute la journée, mais on n'a pas abandonné. » Sophie, pâle et visiblement affaiblie, réussit à adresser un sourire las à ses filles. Ses yeux, bien qu'ombragés par des cernes profonds, brillaient d'amour et de fierté. « Mes courageuses filles, murmura-t-elle, la voix rauque. Vous avez été si courageuses. Je suis si fière de vous. » Tandis que les jumelles partageaient chaque détail de leur périple, Jean-Luc restait figé sur le seuil, le corps raidi par le choc de la révélation. Sophie, sa petite sœur, qu'il n'avait pas vue depuis si longues années, gisait là, fantôme de l'adolescente brillante dont il se souvenait. Et les jumelles, ses nièces, dont il ignorait l'existence, étaient la preuve vivante du temps perdu et des occasions manquées. Lentement, comme mu par une force invisible, Jean-Luc se dirigea vers le lit. Chaque pas semblait lourd, chargé d'années de silence, de regrets et de questions sans réponse. Le bruit de ses chaussures sur le linoléum résonnait dans la pièce, marquant la distance physique et émotionnelle qu'il devait franchir. « Sophie, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'avais aucune idée. » Sophie tourna son regard vers son frère, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement, de douleur, d'espoir et de peur. Un instant, le temps sembla revenir en arrière, et Jean-Luc revit la petite fille qui le suivait partout, suppliant d'être incluse dans ses aventures. « Jean-Luc, » répondit-elle, sa voix faible mais stable. « Merci d'être venu. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. » Le silence qui suivit était épais, chargé de mots non dits et de sentiments longtemps réprimés. Les jumelles regardèrent leur mère, puis le grand homme, sentant la tension dans l'air, mais ne comprenant pas entièrement son origine. Elles s'agitèrent, leurs petits visages plissés de confusion. Finalement, Jean-Luc rompit le silence, sa voix tendue d'émotion. « Qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant? Toutes ces années ?» Sophie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait un regard déterminé qu'il reconnaissait, celui qu'elle avait enfant face à un défi particulièrement difficile. « C'est une longue histoire, Jean-Luc, » commença-t-elle, « une histoire qui implique de la fierté, de la peur et beaucoup d'erreurs. Des deux côtés. » Jean-Luc tira une chaise près du lit, s'asseyant lourdement. Le cuir grinça sous son poids, un son étrangement fort dans la pièce silencieuse. « Raconte-moi, » demanda-t-il doucement. « S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Sophie jeta un regard affectueux à ses filles, qui s'accrochaient toujours au barreau du lit, leurs grands yeux curieux passant de leur mère à leur oncle nouvellement découvert. « Léa, Zoé, mes chéris, » dit Sophie doucement, « pourquoi n'iriez-vous pas à la cafétéria prendre un goûter? Je suis sûre que vous avez faim après votre grande aventure. » Les filles hésitèrent, réticentes à quitter leur mère. Zoé se mordit la lèvre, une question se formant clairement dans son esprit. « Mais maman, » commença-t-elle, « qui est cet homme? Pourquoi est-il si important ?» Sophie sourit tristement. « C'est une histoire pour une autre fois, ma chérie. Pour l'instant, s'il te plaît, va chercher quelque chose à manger. Je promets que je t'expliquerai tout plus tard. » Avec un dernier regard curieux sur Jean-Luc et un câlin serré pour Sophie, les jumelles quittèrent finalement la pièce, laissant le frère et la sœur seuls avec des années de silence et de secret entre eux. Sophie attendit que le bruit des pas de ses filles s'estompe dans le couloir avant de tourner à nouveau son attention vers Jean-Luc. Elle prit une profonde inspiration, l'effort la faisant tousser légèrement. « Fibrose pulmonaire, idiopathique, » commença-t-elle, la voix basse et lasse. « C'est une maladie rare et progressive. Mes poumons se cicatrisent, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. Les médecins, ils ne sont pas très optimistes. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer,
la réalité de la situation le frappant de plein fouet. Combien de temps? Il ne put finir la question, les mots s'étranglant dans sa gorge. Sans greffe, des mois, peut-être des semaines, répondit Sophie, la brutalité de ces mots contrastant avec leur gravité. Mais trouver un donneur compatible. Eh bien, les chances ne sont pas vraiment en ma faveur. Jean-Luc se leva brusquement, incapable de rester immobile. Il se mit à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté, Sophie? J'aurais pu aider. Toutes ces années, j'aurais pu faire quelque chose. » Sophie laissa échapper un rire amer qui se transforma rapidement en une toux rauque. Jean-Luc se précipita à ses côtés, lui offrant une tasse d'eau. Une fois qu'elle se fut calmée, elle continua. « La fierté, Jean-Luc. La même fierté têtue qui nous a séparés il y a 6 ans. Je voulais prouver que je pouvais me débrouiller seul, que je n'avais pas besoin de ton aide, ni de celle de nos parents. Et puis, quand j'ai découvert que j'attendais les jumelles, il me semblait trop tard pour revenir en arrière. » Jean-Luc baissa la tête, la culpabilité pesant sur lui comme un manteau de plomb. « J'aurais dû te chercher, » admit-il, sa voix chargée de regret. « Après cette dispute, je pensais que tu reviendrais quand tu serais prête. Et puis, plus le temps passait, plus c'était difficile, » termina Sophie. « Je sais, je l'ai ressenti aussi. Chaque jour qui passait semblait être une autre pierre dans le mur entre nous. » Un silence s'installa entre eux, des années de mots non dits, flottant dans l'air comme des fantômes agités. « Les filles, » dit finalement Jean-Luc, sa voix douce et remplie d'admiration. « Elles sont magnifiques, Sophie, si courageuses et déterminées. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'elles ?» Sophie sourit faiblement, une lueur de fierté maternelle dans ses yeux fatigués. « Elles sont ma lumière, Jean-Luc, ma raison de continuer à me battre chaque jour. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ça faisait déjà 2 ans qu'on ne s'était pas parlé. Tu construisais ton empire, tu apparaissais sur les couvertures de magazines. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de place dans ta vie pour une sœur célibataire et enceinte. » Jean-Luc sentit les larmes lui brûler les yeux, la vérité de ses paroles le frappant comme un coup de poing dans le ventre. « Il y aurait toujours eu de la place pour toi, Sophie. Toujours. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu ne pouvais pas venir à moi. » À ce moment, la porte s'ouvrit et les jumelles entrèrent, portant des sacs de collation et des boîtes de jus. Elles s'arrêtèrent, sentant l'atmosphère émotionnelle dans la pièce. « Tout va bien, mes chéris », les rassura Sophie, ouvrant ses bras à ses filles. « Venez ici. Je veux vous présenter correctement. Voici Jean-Luc, mon frère, votre oncle. » Les yeux des filles s'écarquillèrent de surprise et de curiosité. Jean-Luc s'agenouilla à leur niveau, son cœur battant à l'idée de rencontrer ses nièces. « Bonjour Léa et Zoé, » dit-il doucement. « Je suis si heureux de vous rencontrer. Vraiment. » Les jumelles regardèrent leur mère, qui hocha la tête en signe d'encouragement, avant de s'approcher timidement de Jean-Luc. « Tu es vraiment notre oncle ?» demanda Léa, sa voix sérieuse et analytique. « Oui, je le suis, » répondit Jean-Luc, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. « Maman va aller mieux maintenant ?» demanda Zoé, sa voix petite et pleine d'espoir. « C'est pour ça qu'on devait te trouver ?» Jean-Luc sentit son cœur se serrer à la question innocente et pleine d'espoir de sa nièce. Il regarda Sophie, voyant la peur et l'espoir dans ses yeux. À cet instant, il prit une décision qui changerait toute leur vie. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider votre maman, » promit-il, sa voix ferme. « Absolument tout. Je n'abandonnerai pas, peu importe la difficulté. Nous sommes dans cette situation ensemble maintenant. » Sophie tendit la main et Jean-Luc la prit, sentant la faible pression de ses doigts. Dans ce contact, des années de blessures et de ressentiments commencèrent à fondre, remplacées par une détermination partagée à se battre, non seulement pour la santé de Sophie, mais pour réparer le lien familial qui avait été négligé pendant si longtemps. Tandis que les jumelles s'installaient à côté de leur mère, partageant des collations et racontant avec enthousiasme leur journée, Jean-Luc observait la scène avec un mélange d'amour nouveau et un profond sentiment de responsabilité.
Il savait que la route à venir serait difficile, remplie de défis médicaux et émotionnels, mais il était déterminé à ne pas laisser tomber sa famille à nouveau. L'avenir était incertain, assombri par la maladie de Sophie et des années de séparation. Mais dans cette chambre d'hôpital, à ce moment précis, une étincelle d'espoir s'était allumée. Une famille brisée avait fait ses premiers pas vers la guérison, non seulement du corps, mais du cœur. Et Jean-Luc jura silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir cette étincelle en vie, quoi que l'avenir leur réserve. Le bruit de pas pressés résonnait dans les couloirs de l'hôpital, alors que Jean-Luc Dubois marchait avec détermination, son téléphone portable pressé contre son oreille. Sa voix, normalement calme et contrôlée, portait maintenant une urgence palpable. « Peu m'importe combien ça coûte, » dit-il, la frustration évidente. « Je veux le docteur Rochefort ici, le plus tôt possible. Utilisez le jet de la société si nécessaire. » Raccrochant, Jean-Luc s'arrêta un instant, s'appuyant contre le mur froid du couloir. Il ferma les yeux, s'autorisant un bref moment de vulnérabilité, loin des yeux de sa sœur et de ses nièces. Le poids de tout cela le frappa durement, sa sœur luttant pour sa vie, 2 nièces qu'il connaissait à peine, et des années de distance qui semblaient maintenant un gouffre insurmontable. À l'intérieur de la chambre de Sophie, Léa et Zoé étaient assises sur un petit canapé, leurs grands yeux curieux suivant chaque mouvement de leur oncle nouvellement découvert. Elles chuchotaient entre elles, essayant de comprendre le changement soudain dans leur vie. « Pourquoi oncle Jean-Luc a-t-il l'air si inquiet ?» demanda Léa à voix basse, sa nature observatrice décelant la tension dans l'air. Zoé haussa les épaules, ses boucles dorées rebondissant. « Peut-être qu'il peut aider maman à aller mieux avec tout son argent. » Sophie, allongée dans son lit d'hôpital, écoutait la conversation de ses filles avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Ses sentiments envers Jean-Luc étaient une tempête de gratitude pour son aide immédiate, un ressentiment persistant pour les années de silence et un espoir prudent que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour reconstruire leurs liens familiaux. Jean-Luc rentra dans la chambre, son expression un masque de détermination. « Sophie, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, « je fais venir les meilleurs spécialistes pulmonaires du pays. Le docteur Rochefort sera là demain pour une consultation. » Sophie hocha faiblement la tête, offrant un sourire fatigué. « Merci, Jean-Luc, mais tu n'es pas obligé de faire tout ça. Je sais combien ça doit être cher. »« N'y pense même pas, » l'interrompit Jean-Luc, son ton ferme. « L'argent n'est pas un problème. Ta santé est tout ce qui compte en ce moment. » Ces paroles restèrent en suspens, chargées de sens. Pour Jean-Luc, c'était une chance de rédemption, une occasion de rattraper les années perdues. Pour Sophie, c'était un rappel douloureux de tout ce qui aurait pu être différent s'ils étaient restés en contact. Les jumelles observaient de l'échange avec curiosité. Léa, toujours la fine observatrice, remarqua la tension sous la surface. « Maman, » demanda-t-elle, « pourquoi ne nous as-tu jamais parlé d'oncle Jean-Luc avant ?» La pièce devint silencieuse, la question innocente exposant de vieilles blessures, pas encore guéries. Sophie et Jean-Luc partagèrent un regard, des années de mots non dits passant entre eux. « C'est compliqué, ma chérie, » répondit finalement Sophie, sa voix tremblante. « Parfois, les adultes font des erreurs et s'éloignent. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble, maintenant. » Jean-Luc sentit le poids de la culpabilité l'écraser à nouveau. Il s'approcha du lit, prenant la main frêle de Sophie dans la sienne. « Je suis tellement désolé, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Pour tout. Pour les années perdues, pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Sophie rendit doucement la pression de sa main, des larmes brillant dans ses yeux. « Je suis désolé aussi, Jean-Luc. La fierté et la peur nous ont tenus à l'écart pendant bien trop longtemps. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de l'équipe médicale. Le docteur Martin, le pneumologue supervisant le cas de Sophie, entra, suivi de 2 internes. Son expression sérieuse n'augurait rien de bon. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Dubois » salua-t-il, son ton professionnel. « Nous avons les résultats des derniers tests et... »
Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes. Jean-Luc se redressa, sa posture rayonnant d'autorité. « Quelles sont nos options, docteur ?» Le docteur Martin hésita, jetant un coup d'œil aux jumelles. Sentant l'allusion, Jean-Luc se tourna vers ses nièces. « Léa, Zoé, pourquoi n'iriez-vous pas à la cafétéria chercher quelque chose pour votre maman ?» Les filles protestèrent d'abord, mais après un regard rassurant de Sophie, elles quittèrent la pièce à contre-cœur. Avec les enfants hors de portée de voix, le docteur Martin continua. « La maladie progresse plus vite que nous ne l'avions prévu. Sans une greffe, nous parlons de semaines, peut-être quelques mois au plus. » Le choc de cette nouvelle frappa Jean-Luc et Sophie comme un coup de poing dans le ventre. Sophie ferma les yeux, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Jean-Luc, pour sa part, passa en mode action. « Quelles sont nos options ?» exigea-t-il. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » Le docteur Martin soupira. « Il existe des traitements expérimentaux qui peuvent ralentir la progression de la maladie, mais ils sont coûteux et non garantis. Le seul vrai remède serait une greffe de poumon. »« Alors faisons-le, » dit Jean-Luc sans hésitation. « Mettez Sophie en haut de la liste de greffes. Je ferai toutes les donations nécessaires à l'hôpital. Faites-le simplement. » Le médecin secoua tristement la tête. « Ce n'est pas si simple, monsieur Dubois. Même avec votre influence, trouver un donneur compatible à temps sera un défi énorme. Et la procédure elle-même est extrêmement risquée dans l'état actuel de Sophie. » Jean-Luc sentit la frustration monter en lui. Toute sa richesse et son pouvoir semblaient inutiles face à la vie fragile de sa sœur. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, » insista-t-il, sa voix trahissant son désespoir. Sophie, qui était restée silencieuse, parla doucement. « Jean-Luc, s'il te plaît, je ne veux pas que mes derniers jours soient un combat contre l'inévitable. Je veux passer le temps qu'il me reste avec mes filles. Avec toi. » Ces paroles déchirèrent le cœur de Jean-Luc. Il se retrouva tiraillé entre le désir désespéré de sauver sa sœur et le respect de ses souhaits. La culpabilité pour le temps perdu le rongeait, alimentant sa détermination à faire quelque chose, n'importe quoi, pour réparer cela. « Je n'abandonne pas pour toi, Sophie, » dit-il fermement. « Pas maintenant que nous nous sommes enfin retrouvés. » Le docteur Martin, sentant la tension, intervint. « Peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Nous pouvons commencer des traitements moins invasifs pour gagner plus de temps pendant que nous continuons à chercher un donneur approprié. » Jean-Luc et Sophie échangèrent des regards, des années de communication non verbale refaisant surface. Finalement, Sophie hocha légèrement la tête. « D'accord, » acquiesça-t-elle. « Mais promets-moi, Jean-Luc, que tu ne te perdras pas dans ce combat. Mes filles auront besoin de toi, quoi qu'il arrive. » Jean-Luc déglutit difficilement, la gravité de la situation le frappant de plein fouet. Il hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « Je te le promets, Sophie, je serai là pour vous toutes, quoi qu'il arrive. » Alors que le docteur Martin commençait à expliquer les prochaines étapes, Jean-Luc se retrouva face à des décisions qui façonneraient non seulement l'avenir de Sophie, mais aussi l'avenir de toute leur famille. Le poids de la responsabilité était écrasant, mais il était résolu à ne pas laisser tomber sa sœur à nouveau. À l'extérieur de la pièce, Léa et Zoé revenaient avec des collations, ignorant les décisions de vie ou de mort prises derrière cette porte. Leur monde, déjà bouleversé, était sur le point de changer encore plus alors que le combat de leur mère pour la vie s'intensifiait. Le couloir de l'hôpital était calme, à l'exception du bip occasionnel des machines et du murmure lointain des conversations. Jean-Luc Dubois était assis sur une chaise inconfortable, son costume coûteux contrastant vivement avec l'environnement stérile. Ses yeux étaient fixés sur la porte fermée de la chambre de Sophie, où elle subissait une autre série de tests. Les dernières 48 heures avaient été une montagne russe d'émotions, avec des médecins allant et venant, expliquant des procédures et discutant des options de traitement. Jean-Luc avait tout accepté, signé chaque formulaire, déterminé à donner à Sophie toutes les chances possibles. Maintenant, dans ce rare moment de calme tendu, les souvenirs qu'il avait soigneusement gardés enfermés commencèrent à refaire surface. 6 ans auparavant.
la nuit où tout a changé. Jean-Luc ferma les yeux, la scène se rejouant vivement dans son esprit. Sophie, alors âgée de 17 ans, les yeux flamboyants de colère et de blessure. Lui, à 23 ans, fraîchement diplômé et déjà obsédé par sa carrière ascendante. « Tu ne comprends pas, Jean-Luc ?» La voix de Sophie résonnait dans sa mémoire. « Ce n'est pas juste une phase. J'aime Sébastien et nous allons être ensemble, que toi et nos parents le vouliez ou non. » Il se souvint d'avoir ricané, rejetant les sentiments de sa sœur comme une amourette d'adolescente. « Sois réaliste, Sophie. C'est un musicien raté qui finira probablement par mendier dans la rue dans un an. Tu as un avenir brillant devant toi, ne gâche pas tout pour une aventure d'été. » La dispute s'était rapidement envenimée. Des mots blessants furent échangés, des années de ressentiments non résolus éclatèrent au grand jour. « Très bien, » avait crié Sophie, les larmes coulant sur son visage. « Si c'est ce que tu penses, peut-être vaut-il mieux que je parte. Clairement, tu n'as pas besoin de moi dans les parages. » Jean-Luc se souvint d'être resté là, choqué, alors que Sophie courait à l'étage. Quelques minutes plus tard, elle descendit avec un sac à dos. « Sophie, ne sois pas ridicule, » avait-il dit, sa voix plus calme mais toujours condescendante. « Où vas-tu ?»« Loin d'ici, » répondit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Ne t'inquiète pas, je ne ternirai pas ta précieuse carrière, ni n'embarrasserai la famille. » Et sur ce, elle franchit la porte, laissant Jean-Luc stupéfait dans son sillage. De retour dans le présent, Jean-Luc ouvrit les yeux, la culpabilité l'écrasant presque. Pourquoi n'était-il pas allé la chercher? Pourquoi avait-il laissé la fierté et l'arrogance l'empêcher de tendre la main dans les jours, les semaines et les mois qui suivirent? Oncle Jean-Luc? La petite voix de Zoé le ramena au présent. Il baissa les yeux pour voir les jumelles debout à côté de lui, leur visage un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Bonjour les filles », dit-il en forçant un sourire. « Où étiez-vous ?»« Dans la salle de jeu, » répondit Léa. « L'infirmière Céline nous y a emmenés pendant que maman faisait ses tests. » Jean-Luc hocha la tête, reconnaissant de la gentillesse du personnel de l'hôpital. « C'est bien. Vous vous êtes amusés ?» Zoé haussa les épaules. « Plus ou moins. Maman nous manque. » Elle hésita un instant avant de continuer. « Oncle Jean-Luc, pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir avant ?» La question innocente frappa Jean-Luc comme un coup de poing dans le ventre. Comment pouvait-il expliquer 6 ans d'absence à une fillette de 4 ans? « C'est compliqué, Zoé, » commença-t-il avec précaution. « Parfois, les adultes font des erreurs. J'ai fait une très grosse erreur en ne cherchant pas votre maman pendant si longtemps. » Léa, toujours observatrice, fronça les sourcils. Maman était parfois triste quand elle pensait qu'on ne la regardait pas. « C'était à cause de toi ?» Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Probablement en partie, » admit-il. « Votre maman et moi, nous nous sommes éloignés. Et je le regrette tellement. » Les filles échangèrent des regards, traitant ses paroles. Juste à ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et Sophie fut ramenée, l'air épuisé mais réussissant, un petit sourire à la vue de ses filles. Tandis que les jumelles couraient pour serrer leur mère dans leurs bras, Jean-Luc s'avança lentement. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. Sophie soupira. Fatiguée. Mais les médecins disent que les premiers résultats sont prometteurs. Le nouveau traitement pourrait nous faire gagner du temps. Jean-Luc hocha la tête, reconnaissant de toutes nouvelles positives. Alors que les filles décrivaient avec enthousiasme leurs aventures dans la salle de jeux à Sophie, il observa sa sœur, remarquant l'amour et la force qu'elle dégageait malgré sa condition fragile. « Sophie, » dit-il une fois que les filles firent une pause pour respirer, « j'aimerais en savoir plus sur les 6 dernières années, si tu te sens d'en parler. » Sophie le regarda longuement, comme pour jauger sa sincérité. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas avec l'infirmière Céline chercher un goûter? Maman doit parler un peu avec oncle Jean-Luc. » Après le départ des jumelles, Sophie commença à parler. Elle décrivit les premiers mois difficiles après avoir quitté la maison, la découverte de sa grossesse et la peur qu'elle avait ressentie.
Elle expliqua comment Sébastien l'avait abandonnée, en apprenant qu'elle était enceinte, et comment elle avait lutté pour survivre, occupant des emplois mal payés tout en suivant des cours du soir. À chaque mot, Jean-Luc avait l'impression qu'un autre morceau de son cœur était arraché. L'image de Sophie, jeune et effrayée, confrontée seule à la grossesse et à la maternité, le hantait. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je t'aurais aidé, Sophie, quoi qu'il se soit passé entre nous. » Sophie eut un sourire triste. « La fierté, Jean-Luc, la même fierté qui nous a séparés au départ. Puis, plus j'attendais, plus c'était difficile. Je te voyais aux informations, construisant ton empire. J'avais l'impression que nos mondes étaient trop éloignés. » Jean-Luc ferma les yeux, réalisant à quel point il avait vraiment perdu. Non seulement les années avec sa sœur, mais aussi les premières années précieuses de la vie de ses nièces. « Je suis tellement désolé, Sophie, » murmura-t-il. « Désolé de ne pas avoir été là. Désolé d'avoir laissé mon ambition m'aveugler sur ce qui comptait vraiment. » Sophie tendit la main, prenant la sienne. « Nous sommes là maintenant, Jean-Luc. C'est ça qui compte. » À cet instant, en regardant sa sœur, frêle mais déterminée, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Il ne répéterait pas les erreurs du passé. Quoi qu'il arrive ensuite, il serait là pour Sophie et les filles. L'empire qu'il avait construit, le succès qu'il avait poursuivi pendant si longtemps, tout cela semblait vide comparé à ce qui comptait vraiment, la famille. Le cœur lourd, rempli de regrets et d'un sens renouvelé de la détermination, Jean-Luc se prépara à tout ce que l'avenir lui réservait, jurant de ne pas gaspiller un autre moment précieux avec la famille qu'il avait failli perdre. Les bips réguliers des moniteurs cardiaques emplissaient la chambre d'hôpital de Sophie, rappel constant de la fragilité de sa vie. Jean-Luc était assis à côté du lit de sa sœur, regardant son visage pâle et les tubes qui faisaient désormais partie de sa réalité quotidienne. Les dernières 24 heures avaient apporté un tourbillon d'émotions et de mauvaises nouvelles. Le docteur Martin entra dans la pièce, son expression grave révélant la gravité de la situation avant même qu'il ne parle. « Monsieur Dubois, puis-je vous parler un instant ?» Jean-Luc hocha la tête, jetant un dernier regard inquiet à Sophie, avant de suivre le médecin dans le couloir. Léa et Zoé, qui s'étaient assoupies sur un canapé voisin, furent doucement réveillées par une infirmière pour faire de la place à la conversation. « Que se passe-t-il, docteur ?» demanda Jean-Luc, la tension évidente dans sa voix. Le docteur Martin soupira profondément. « L'état de Sophie se détériore plus vite que prévu. Les traitements conventionnels n'obtiennent pas l'effet désiré. » Jean-Luc sentit son cœur sombrer. « Quelles sont nos options ? » « Il y a une thérapie expérimentale, » expliqua le médecin avec prudence. « C'est un nouveau traitement cellulaire qui a montré des résultats prometteurs dans des cas similaires à celui de Sophie. » Cependant, insista Jean-Luc, se préparant à la mise en garde. « Les risques sont considérables, » poursuivit le docteur Martin. « Nous parlons d'une procédure qui n'a pas été entièrement testée. Elle pourrait stabiliser l'état de Sophie, voire inverser certains des dommages pulmonaires, mais elle pourrait aussi accélérer son déclin. » Jean-Luc ferma les yeux, sentant le poids de la décision peser sur lui. « Combien de temps avons-nous pour décider ? » « Pas longtemps, » admit le médecin avec tristesse. « Au rythme où son état s'aggrave, nous parlons de jours, peut-être une semaine au mieux. » Jean-Luc remercia le médecin et retourna dans la chambre de Sophie, son esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions. Comment pouvait-il faire un choix qui pourrait signifier la vie ou la mort pour sa sœur? Et comment l'expliquerait-il aux jumelles si elles ne survivaient pas? Assis à côté de son lit, Jean-Luc lui prit doucement la main. « Oh, Sophie, » murmura-t-il, « que dois-je faire ?» À ce moment, un souvenir fit surface, clair comme le jour, la voix de sa mère, des années auparavant. « La famille, c'est tout, Jean-Luc. Quoi qu'il arrive, nous nous aurons toujours les uns les autres. » Il réalisa qu'il ne devait pas porter ce fardeau seul. Les mains tremblantes, il composa un numéro de téléphone qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. La ligne sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Jean-Luc était sur le point de raccrocher quand il entendit la voix familière de son père.
Allô? Papa, dit Jean-Luc, la voix brisée. C'est moi, Jean-Luc. Un silence stupéfait suivit à l'autre bout du fil. Jean-Luc, mon fils, c'est vraiment toi? Oui, papa. J'ai besoin de te parler, à toi et à maman. C'est à propos de Sophie. La mention du nom de Sophie sembla faire éclater le barrage des émotions. Sophie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va bien? On ne l'a pas vue depuis si longtemps. Jean-Luc prit une profonde inspiration, se préparant aux mots difficiles qui allaient venir. Non, papa, elle ne va pas bien. Elle est à l'hôpital. C'est grave. Ce qui suivit fut une conversation tendue et émotive. Jean-Luc expliqua brièvement l'état de Sophie, la découverte de ses nièces et la terrible décision à laquelle il était maintenant confronté. Comment cela a-t-il pu arriver? La voix de sa mère se fit entendre, clairement en larmes. « Pourquoi personne ne nous a rien dit ?»« Maman, commença Jean-Luc, mais son père le coupa. « Ce n'est pas le moment des reproches, dit-il fermement. Ce qui compte maintenant, c'est Sophie et ses petites filles. Nous sommes en route, Jean-Luc. Nous serons là dès que possible. » Jean-Luc sentit une vague de soulagement et de gratitude. « Merci, dit-il doucement. Je suis désolé pour tout. Nous faisons tous des erreurs, mon fils, répondit son père, la voix épaisse d'émotion. Ce qui compte maintenant, c'est que nous soyons unis. Après avoir mis fin à l'appel, Jean-Luc tourna son attention vers Sophie. Elle s'était réveillée pendant la conversation, le regardant avec des yeux fatigués, mais alertes. « C'étaient nos parents ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jean-Luc hocha la tête, lui prenant la main. « Oui, ils arrivent, Sophie. Ils seront bientôt là. » Une larme s'échappa du coin de l'œil de Sophie. « Je pensais que je ne les reverrais jamais. »« Je sais, » dit doucement Jean-Luc. « Je pensais la même chose. Mais nous sommes tous là maintenant, et nous allons affronter ça ensemble. » Sophie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait un regard de détermination. « Le traitement expérimental, dit-elle. Faisons-le. » Jean-Luc la regarda, surpris. « Tu es sûr? Les risques? »« Je connais les risques, » l'interrompit doucement Sophie. « Mais j'ai 2 petites filles pour lesquelles je dois me battre. Et maintenant, j'ai retrouvé ma famille. Ça vaut le risque. » Jean-Luc sentit une boule dans sa gorge face au courage de sa sœur, devant des probabilités si terrifiantes. « D'accord, » acquiesça-t-il. « Nous le ferons ensemble. » Juste à ce moment, Léa et Zoé se réveillèrent, se frottant les yeux endormis. « Maman » appela Zoé, sa voix petite et inquiète. Sophie sourit à ses filles, leur faisant signe de s'approcher. Alors qu'elles grimpaient sur le lit pour serrer leur mère dans leurs bras, Jean-Luc observait la scène avec un amour et une détermination renouvelés. Il savait que les jours à venir seraient éprouvants, le traitement expérimental, l'arrivée de leurs parents, les explications qu'ils devraient donner aux jumelles. Tout pesait sur son esprit. Mais pour la première fois depuis des années, Jean-Luc ne se sentait pas seul. Ils étaient à nouveau une famille, imparfaite et meurtrie, mais unie. Et ensemble, ils affronteraient tout ce que l'avenir leur réservait. Le couloir de l'hôpital semblait chargé de tension alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Bernard et Geneviève Dubois en sortirent, leurs visages marqués par l'inquiétude et des années de regret. Jean-Luc, qui faisait les 100 pas anxieusement, sentit sa gorge se nouer à la vue de ses parents pour la première fois depuis des années. « Maman, papa » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Geneviève attira immédiatement son fils dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Bernard, plus réservé, serra l'épaule de Jean-Luc, ses yeux reflétant des émotions contenues. « Comment va-t-elle » demanda Geneviève en s'écartant de l'étreinte. Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas mentir, c'est grave. Mais Sophie est forte, elle se bat. » Bernard hocha la tête gravement. « Et les filles? Nos petites filles ?» Le mot sonnait étrange, chargé d'émerveillement et de tristesse pour les années perdues.
Jean-Luc les conduisit vers la chambre de Sophie. Léa et Zoé. Elles sont incroyables, si courageuses et intelligentes. Vous allez les adorer. Entrer dans la chambre ressemblait à un voyage dans le temps. Sophie, pâle et frêle dans le lit d'hôpital, tourna lentement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ses parents, un mélange de choc, de soulagement et de peur passant sur son expression. « Maman, papa ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Geneviève se précipita au chevet, prenant la main de Sophie. « Oh, mon bébé !» sanglota-t-elle, des années de désir et de regret débordant dans ses paroles. Bernard s'approcha plus lentement, son expression un masque de chagrin contenu. « Sophie, dit-il tranquillement, tu nous as tellement manqué. » Les jumelles, assises tranquillement dans un coin de la pièce, regardaient avec de grands yeux. Léa, toujours protectrice, se plaça légèrement devant Zoé. Jean-Luc remarqua l'appréhension des filles et se dirigea vers elles. « Léa, Zoé, appela-t-il doucement, venez rencontrer vos grands-parents. » Les filles s'approchèrent timidement, main dans la main. Geneviève se tourna vers elles, ses yeux brillants de larmes et d'émerveillement. « Bonjour mes chéris, dit-elle doucement. Je suis votre grand-mère, Geneviève. Et voici votre grand-père, Bernard. » Zoé, toujours la plus extravertie, fut la première à parler. « Tu es la maman de maman ?» Geneviève hocha la tête, un sourire tremblant sur ses lèvres. « Oui, je le suis. »« Pourquoi n'êtes-vous jamais venu nous voir avant ?» demanda Léa, son ton sérieux. Un lourd silence tomba sur la pièce. Les adultes échangèrent des regards remplis de culpabilité et de regret. C'est Sophie qui rompit le silence. « C'est une longue histoire, ma chérie, » dit-elle, sa voix faible mais déterminée. « Mais ce qui compte, c'est que nous soyons tous ensemble maintenant. » Bernard s'agenouilla pour être à hauteur des yeux des filles. « Votre maman a raison, et je promets que nous rattraperons tout le temps perdu. » Progressivement, la tension initiale commença à se dissiper. Avec la résilience typique des enfants, les jumelles se réchauffèrent bientôt à leurs nouveaux grands-parents. Zoé montra à Geneviève son ours en peluche préféré, tandis que Léa bombardait Bernard de questions sur sa vie. Jean-Luc observait la scène avec soulagement et appréhension, ayant du mal à croire que sa famille était réunie après si longtemps, surtout dans de telles circonstances. Au fil de l'après-midi, la conversation se tourna inévitablement vers le passé. « Pourquoi ne nous as-tu jamais cherchés, Sophie ?» demanda Geneviève, la voix tremblante. « Nous t'aurions aidé, quoi qu'il arrive. » Sophie ferma brièvement les yeux. Au début, c'était la fierté. Plus tard, la peur. La peur de vous décevoir encore plus. « C'est nous qui t'avons déçu, » admit Bernard, sa voix empreinte de regret. « Nous aurions dû être plus compréhensifs. Nous aurions dû te chercher. » Sentant la tension croissante, Jean-Luc intervint. « Ce qui compte, c'est que nous soyons tous là maintenant. Nous devons nous concentrer sur le présent et l'avenir. » Comme pour sentir le besoin d'alléger l'atmosphère, les jumelles commencèrent à partager des histoires sur leur mère. Zoé raconta avec empressement comment Sophie utilisait des voix amusantes en lisant des histoires du soir, tandis que Léa décrivait fièrement comment sa mère lui avait appris à faire ses lacets. Ces anecdotes simples et douces servirent de puissants rappels de ce qui comptait vraiment. Les visages de Bernard et Geneviève s'illuminèrent à chaque récit, entrevoyant pour la première fois la vie que Sophie s'était construite pour elle-même et ses filles. Alors que le soir approchait, il devint clair que Sophie se fatiguait. Jean-Luc remarqua les signes et suggéra gentiment que ses parents se reposent dans un hôtel voisin. Avant de partir, Geneviève serra tendrement Sophie dans ses bras. « Nous sommes là maintenant, ma chérie. Nous n'allons nulle part. » Bernard, les larmes aux yeux, embrassa le front de Sophie. « Repose-toi, ma fille. Nous reviendrons demain matin. » Les jumelles, épuisées par cette journée chargée d'émotions, s'endormirent sur le canapé de la chambre de Sophie. Jean-Luc les couvrit d'une couverture, notant à quel point leur petit visage était paisible. Retournant aux côtés de Sophie, il lui prit la main.
comment te sens-tu » Sophie sourit faiblement. « Fatiguée, mais heureuse. C'est bon d'avoir tout le monde réuni. » Jean-Luc hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Repose-toi maintenant. Demain est un autre jour. » Alors que Sophie s'endormait, Jean-Luc réfléchit aux événements de la journée. La famille était réunie, mais l'avenir était encore incertain. Le traitement expérimental les attendait, et avec lui, une nouvelle vague de défis. Mais pour la première fois depuis des années, Jean-Luc ne se sentait pas seul face à ces obstacles. Ils étaient à nouveau une famille, imparfaite et blessée, mais unie. Et ils affronteraient ensemble tout ce qui se présenterait. L'alarme stridente des moniteurs médicaux déchira l'air, brisant la paix fragile qui s'était installée dans la chambre de l'hôpital. En quelques secondes, la pièce fut inondée par une équipe médicale, leurs voix urgentes et leurs mouvements frénétiques contrastant vivement avec le silence des instants précédents. Jean-Luc, qui s'était assoupi sur la chaise à côté du lit de Sophie, fut réveillé en sursaut. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur à la vue de sa sœur qui convulsait, cherchant désespérément de l'air. « Que se passe-t-il » cria-t-il, la panique évidente dans sa voix. Le docteur Martin, qui était arrivé avec l'équipe d'urgence, ne quitta pas Sophie des yeux. « Ses poumons s'effondrent. Nous devons l'emmener en soins intensifs immédiatement. » Tout se passa dans un flou. Sophie fut rapidement déplacée sur un brancard et emmenée hors de la chambre, laissant Jean-Luc stupéfait et désorienté. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait avant de se retrouver à courir dans les couloirs, suivant l'équipe médicale. En chemin, il rencontra ses parents, qui venaient d'arriver pour leur visite matinale. Le visage de Geneviève devint pâle à la vue de la scène, tandis que Bernard essayait de rester calme, bien que ses mains tremblantes le trahissent. « Que s'est-il passé » demanda Geneviève, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jean-Luc, encore sous le choc, secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle allait bien, et puis... Ses poumons ?» Les mots lui manquaient, mais aucun n'était nécessaire. La peur dans les yeux de chacun disait tout. Les heures suivantes furent un cauchemar d'attente et d'incertitude. La famille se rassembla dans la salle d'attente des soins intensifs, chaque minute ressemblant à une éternité. Jean-Luc faisait les 100 pas, incapable de rester immobile, tandis que ses parents se serraient l'un contre l'autre pour trouver du réconfort. Juste à ce moment, Léa et Zoé arrivèrent, amenées par une infirmière qui s'était occupée d'elles. Les filles, sentant l'atmosphère lourde, se turent, leurs grands yeux remplis de peur et de confusion. « Où est maman » demanda Zoé, sa voix petite et tremblante. Jean-Luc s'agenouilla devant ses nièces, luttant pour trouver les mots justes. « Votre maman est très malade en ce moment, mes chéris. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. » Léa, toujours la plus perspicace, le regarda dans les yeux. « Va-t-elle mourir ?» La question les frappa tous comme un coup. Geneviève étouffa un sanglot, tandis que Bernard se détourna, incapable de cacher les larmes qui montaient à ses yeux. Jean-Luc déglutit difficilement, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Je ne sais pas, Léa, mais nous sommes tous là, à nous battre avec elle. Votre maman est très très forte. » Les jumelles hochèrent solennellement la tête. Puis, à la surprise de tous, elles allèrent vers leurs grands-parents et leur firent des câlins silencieux. Ce fut un moment de pure tendresse au milieu du chaos, rappelant à tous ce qui comptait vraiment. Le temps s'éternisa. Jean-Luc utilisa toutes ses relations et ses ressources pour s'assurer que Sophie reçoive les meilleurs soins possibles. Il passa des appels, envoya des emails, suppliant pratiquement des spécialistes renommés de venir voir sa sœur. Pendant ce temps, Geneviève et Bernard cherchèrent du réconfort dans la chapelle de l'hôpital. Ils n'étaient pas particulièrement religieux, mais à ce moment-là, ils s'accrochaient à la foi comme à une bouée de sauvetage dans une tempête. Les jumelles, pour leur part, devinrent le centre émotionnel inattendu de la famille. Leur présence innocente et leur amour indéfectible pour Sophie servirent de rappel constant de ce qui était en jeu. Elles firent des cartes pour leur mère, racontèrent des histoires de moments heureux ensemble et, sans le savoir, maintinrent l'espoir en vie
alors que tout semblait sombre. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le docteur Martin sortit des soins intensifs. Il avait l'air épuisé, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il, et un soupir de soulagement collectif emplit la pièce. Mais c'est encore critique. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Jean-Luc s'avança, la voix tremblante mais résolue. « Que pouvons-nous faire, docteur? Y a-t-il un traitement, n'importe quoi ?» Le docteur Martin hésita un instant avant de répondre. « Il y a une procédure expérimentale que nous pourrions essayer. C'est risqué, mais à ce stade, c'est peut-être notre meilleure chance. »« Faites-le, » dit Jean-Luc sans hésitation. « Faites tout ce qu'il faut. » Geneviève et Bernard échangèrent des regards inquiets. « Jean-Luc, » commença doucement sa mère, « peut-être devrions-nous y réfléchir. » Mais Jean-Luc secoua la tête résolument. « Nous n'avons pas le temps de réfléchir, maman. Sophie est en train de mourir. S'il y a une chance, aussi petite soit-elle, nous devons la prendre. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de peur et d'espoir à parts égales. Finalement, Bernard parla, sa voix rauque d'émotion. « Jean-Luc a raison. Sophie se battrait de toutes ses forces. Nous devons faire de même. » Le docteur Martin hocha la tête, comprenant la gravité du choix. « Je vais commencer à faire les préparatifs immédiatement. En attendant, je vous suggère de passer du temps avec elle. Parler aux patients dans le coma peut aider, même si nous ne pouvons pas être sûrs qu'ils nous entendent. » Sur ce, il partit, laissant la famille digérer tout ce qui s'était passé. Jean-Luc se tourna vers les jumelles, qui étaient restées silencieuses pendant toute la conversation. « Léa, Zoé, dit-il doucement, voulez-vous voir votre maman? Elle dort maintenant, mais je suis sûr qu'elle adorerait entendre vos voix. » Les filles hochèrent solennellement la tête, leurs petits visages pleins de détermination. Ensemble, la famille entra dans l'unité de soins intensifs, unie dans son amour pour Sophie et dans son espoir désespéré qu'elle trouve d'une manière ou d'une autre la force de se battre une fois de plus. Se rassemblant autour du lit de Sophie, entouré de machines et de tubes, Jean-Luc regarda sa famille. Malgré toutes les blessures passées, les mots non dits et les années perdues, ils se tenaient vraiment unis à ce moment-là. Et ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Leur amour pour Sophie était la force qui les unissait, et ce serait cet amour qui les guiderait à travers les jours difficiles à venir. Le doux bip rythmé des moniteurs cardiaques emplissait l'unité de soins intensifs, une bande sonore constante qui était devenue familière à la famille Dubois au cours des derniers jours. Jean-Luc était assis à côté du lit de Sophie, ses mains tenant doucement les siennes, ses yeux fatigués fixés sur son visage pâle. Geneviève et Bernard étaient de l'autre côté du lit, épuisés mais alertes. Léa et Zoé avaient finalement été convaincus de rentrer à la maison avec une baby-sitter pour se reposer correctement, mais pas avant d'avoir laissé des dizaines de dessins colorés tout autour de la pièce. C'est dans ce moment de calme tendu que Sophie commença à bouger. Au début, les mouvements étaient subtils, un léger froncement de sourcils, un tremblement dans ses doigts. Puis, lentement, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. Jean-Luc bondit sur ses pieds, son cœur battant la chamade. « Sophie » appela-t-il doucement, osant à peine espérer. « Sophie, tu m'entends » Geneviève et Bernard se penchèrent, leur visage un mélange d'espoir et de peur. Sophie cligna des yeux plusieurs fois, ses yeux non focalisés, essayant de s'adapter à la lumière. Quand elle réussit enfin à se concentrer, elle fixa Jean-Luc. « Jean-Luc » croassa-t-elle, sa voix rauque et presque inaudible. Mais pour la famille rassemblée là, c'était le plus beau son du monde. « Je suis là, Sophie » répondit Jean-Luc, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Nous sommes tous là. » Sophie tourna lentement la tête, ses yeux s'écarquillant à la vue de ses parents. « Maman, papa » murmura-t-elle, l'incrédulité et l'émotion évidente dans sa voix. Geneviève ne put retenir un sanglot, prenant la main libre de Sophie. « Oh, ma chérie »
pleura-t-elle. Nous étions si inquiets. Bernard, habituellement si contrôlé, avait les larmes aux yeux. « Bon retour parmi nous, princesse, » dit-il, la voix tremblante. Sophie regarda autour de la pièce, comme pour essayer de rassembler les morceaux. « Les filles ?» demanda-t-elle, une pointe de panique dans la voix. « Elles vont bien, » l'assura rapidement Jean-Luc. « Elles sont à la maison, en train de se reposer. Elles sont venues tous les jours, et elles ont laissé tous ces dessins pour toi. » Sophie se détendit visiblement, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres en remarquant les œuvres d'art colorées. Le docteur Martin entra, son visage s'illuminant en voyant Sophie éveillée. Après un examen rapide, il se tourna vers la famille avec un sourire soulagé. « Elle se porte bien. C'est un véritable miracle, considérant à quel point nous avons failli la perdre. » Ces paroles semblèrent briser un barrage d'émotions. Soudain, tout le monde se mit à parler en même temps, des années de silence et de blessures se déversant. « Sophie, je suis tellement désolé, » commença Jean-Luc, la voix tremblante. « J'aurais dû te chercher, j'aurais dû être là pour toi et les filles. Nous t'avons laissé tomber, ma chérie, » sanglota Geneviève. « Nous étions si têtus, si aveugles. » Bernard, luttant pour maintenir son sang-froid, ajouta. « Peux-tu un jour nous pardonner, Sophie, pour toutes ces années perdues ?» Des larmes coulaient sur les joues de Sophie alors qu'elle les regardait chacun à leur tour. Quand elle parla, sa voix était faible mais chargée d'émotion. « J'ai fait des erreurs aussi, » dit-elle. « J'étais trop fière pour demander de l'aide, trop effrayée pour revenir. Je pense que nous avons tous beaucoup à nous pardonner. » Un silence tomba sur la pièce, lourd du poids des mots non dits et des sentiments non résolus. Sophie rompit à nouveau le silence, sa voix se renforçant à chaque mot. « Mais nous sommes tous là maintenant, n'est-ce pas? Ensemble. Peut-être que c'est une seconde chance pour nous tous. » Jean-Luc serra la main de Sophie, un sourire tremblant se formant sur ses lèvres. « Tu as raison, et nous n'allons pas la gâcher. » Dans les jours qui suivirent, alors que Sophie reprenait des forces, la famille entama le processus douloureux, mais nécessaire, de guérison. De longues conversations émotionnelles eurent lieu quotidiennement, chaque membre de la famille confrontant les fantômes du passé. Un après-midi, alors que Léa et Zoé jouèrent tranquillement dans un coin de la chambre, Sophie se confia sur son parcours de mère célibataire. « C'était terrifiant au début, » admit-elle doucement. « Découvrir que j'étais enceinte, seule et effrayée. Il y a eu des moments où j'ai failli rentrer à la maison, failli demander de l'aide. Mais ensuite, je pensais à tous les mots durs que nous avions échangés, et ma fierté m'a retenue. » Geneviève sanglotait doucement, tandis que Bernard lui serrait la main en signe de soutien. « Quand les filles sont nées, j'avais soudain 2 vies qui dépendaient de moi, » poursuivit Sophie. « C'était la chose la plus effrayante et la plus merveilleuse que j'ai jamais vécue. J'ai occupé des emplois mal payés, suivi des cours du soir, fait tout ce qu'il fallait pour leur donner une vie décente. » Jean-Luc secoua la tête, un mélange d'admiration et de culpabilité. « Tu es si forte, Sophie. J'étais trop occupé à construire mon empire pour voir que ma propre sœur luttait pour survivre. » Sophie tendit la main, touchant doucement le bras de Jean-Luc. « Ne te blâme pas, Jean-Luc. Nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est que nous soyons là maintenant à essayer de réparer les choses. » Léa s'approcha du lit, ses grands yeux sérieux scrutant les adultes. « Maman ?» demanda-t-elle. « Tu étais triste parce que tu ne parlais pas à oncle Jean-Luc et à mamie et papy ?» Sophie sourit doucement à sa fille. « Un peu, ma chérie. Parfois, les adultes font des choses stupides qui les rendent tristes pendant longtemps. » Zoé, rejoignant sa sœur, ajouta innocemment « Mais tu n'es plus triste maintenant, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous ensemble. » La simple sagesse des paroles de Zoé frappa profondément les adultes. Geneviève fut la première à réagir, serrant ses petites filles dans une étreinte forte. « Tu as absolument raison, mon amour, » murmura-t-elle, la voix remplie d'émotion. « Nous sommes ensemble maintenant, et c'est tout ce qui compte. » Bernard se racla la gorge, les larmes aux yeux.
Tu sais, Sophie, commença-t-il avec hésitation, ta mère et moi, eh bien, nous réalisons à quel point nous avons été stupides, trop stricts, trop inflexibles. Nous aurions dû te soutenir quoi qu'il arrive. Sophie hocha la tête, des larmes brillant. J'aurais dû vous faire assez confiance pour demander de l'aide. Je suppose que nous avons tous appris des leçons difficiles. Jean-Luc, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Sophie, je promets qu'à partir de maintenant, je serai là pour toi et les filles. Pas seulement comme le frère riche qui peut tout arranger avec de l'argent, mais comme une vraie famille. Présent, solidaire, aimant. Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en Sophie. Elle ouvrit les bras, serrant son frère dans une étreinte forte. « Merci, » murmura-t-elle. « Ça signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Les jumelles, sentant le changement émotionnel, coururent pour se joindre à l'étreinte. Bientôt, Geneviève et Bernard se joignirent à eux, et la famille Dubois se retrouva dans une étreinte collective, les larmes et les rires se mêlant dans une libération cathartique. Quand ils se séparèrent enfin, l'air semblait plus léger, comme si un fardeau invisible avait été levé. Les blessures du passé, bien que toujours présentes, commençaient à guérir. L'avenir, autrefois si incertain, semblait maintenant rempli de possibilités. Dans les jours suivants, Sophie poursuivit sa convalescence, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La famille passa des heures à parler, à rire et parfois à pleurer ensemble. Dans de nombreux cas, les jumelles servirent de pont entre les adultes, leurs questions simples et leurs observations franches menant souvent à des conversations profondes et nécessaires. Un après-midi, alors que Sophie se reposait, Jean-Luc se retrouva seul avec ses parents à la cafétéria de l'hôpital. « Vous savez, » commença-t-il avec hésitation, « je pense que je vous ai toujours reproché ce qui s'est passé avec Sophie. Je pensais que si vous aviez été plus compréhensif, elle ne serait jamais partie. » Geneviève posa sa tasse de café, ses yeux tristes. « Et nous nous sommes reprochés de ne pas avoir été les parents que vous méritiez tous les deux. Nous étions trop concentrés sur nos attentes pour vraiment écouter nos enfants. » Bernard hocha solennellement la tête. « Mais maintenant, nous avons une chance de réparer les choses. Avec Sophie, avec toi, Jean-Luc et nos merveilleuses petites filles. » Jean-Luc sourit, ressentant une vague d'affection pour ses parents qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « J'ai hâte de ça, » dit-il honnêtement, « d'être vraiment une famille à nouveau. » De retour dans la chambre de Sophie, les jumelles montraient fièrement leur dernier dessin à leur mère. « Regarde, maman, » dit Zoé avec enthousiasme, « j'ai dessiné nous tous ensemble. Tu vois, il y a toi, oncle Jean-Luc, mamie et papy, et moi et Léa. » Sophie sourit, son cœur se gonflant d'amour. « C'est magnifique, ma chérie. Nous sommes une grande famille heureuse, n'est-ce pas ?» Léa, toujours perspicace, demanda. « Maman, maintenant que tout le monde est à nouveau ensemble, est-ce qu'on verra plus souvent oncle Jean-Luc et mamie et papy ?» Sophie marqua une pause, des années de douleur et de méfiance, luttant contre le désir d'un nouveau départ. Finalement, elle répondit « Oui, ma chérie, je pense que oui. Nous avons beaucoup de temps perdu à rattraper. » Juste à ce moment, Jean-Luc et ses parents revinrent, apportant avec eux un air d'anticipation et d'espoir. « De quoi parlons-nous » demanda Jean-Luc, remarquant les sourires sur les visages de Sophie et des filles. « D'être une famille, » répondit Sophie, sa voix remplie d'émotion. « De nouveaux départs et de secondes chances. » Jean-Luc s'assit sur le bord du lit, prenant la main de Sophie. « Tu sais, » dit-il pensivement, « j'ai passé tellement d'années à construire mon empire, à courir après le succès et la richesse. Mais ces derniers jours, j'ai réalisé que le plus grand trésor était ici depuis le début. La famille, l'amour, la connexion. » Geneviève et Bernard se rapprochèrent, formant un petit cercle autour du lit de Sophie. « Nous avons tous appris de précieuses leçons, » dit doucement Geneviève. « Et bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous pouvons certainement façonner notre avenir. » Bernard, habituellement si réservé, les surprit en suggérant « Et si on commençait tout de suite ?»
Quand Sophie sortira de l'hôpital, nous pourrions tous aller dans un chalet au bord du lac d'Annecy pendant un certain temps. Passer du temps ensemble, vraiment nous reconnecter. Les jumelles poussèrent des cris de joie à l'idée, tandis que les adultes échangèrent des regards de surprise, puis d'accord. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, papa, » dit Sophie, la voix étranglée par l'émotion. Un nouveau départ au bord de l'eau. Jean-Luc hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Je suis d'accord. Il est temps que nous créions de nouveaux souvenirs heureux. » Alors que la famille commençait à faire des plans animés pour les activités au chalet et les soirées de jeu, Sophie se pencha en arrière contre ses oreillers, les observant avec un cœur plein. Il y a quelques semaines à peine, elle se battait seule, portant le poids du monde sur ses épaules. Maintenant, bien qu'encore en convalescence physique, elle se sentait plus forte que jamais. La route à venir ne serait pas facile. Il y avait encore des conversations difficiles à avoir et de vieilles blessures à guérir complètement. Mais en regardant les visages radieux de ses filles, son frère enfin à ses côtés et ses parents de retour dans sa vie, Sophie savait qu'ils affronteraient tout cela ensemble. La famille Dubois avait reçu une seconde chance, une opportunité de corriger les erreurs du passé et de construire un avenir rempli d'amour, de compréhension et d'unité. Et ils étaient déterminés à ne pas la gâcher. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la chambre d'hôpital de Sophie, jetant une lueur dorée sur elle alors qu'elle était assise sur le lit, feuilletant un album photo avec ses filles. Jean-Luc se tenait près de la porte, le cœur débordant d'un mélange d'amour et de détermination. Au cours des derniers jours, alors que la sortie de Sophie approchait, Jean-Luc avait passé d'innombrables heures à réfléchir à l'avenir. L'idée que sa sœur et ses nièces retournent dans l'appartement exigu où elle vivait avant son hospitalisation le pesait. Il voulait offrir plus, la sécurité et le confort qu'elle méritait. Avec un soupir, Jean-Luc entra dans la pièce, son expression sérieuse mais douce. « Sophie, pouvons-nous parler un instant en privé ?» Sophie leva les yeux, la curiosité évidente dans son regard. « Bien sûr, Jean-Luc. Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas voir si mamie et papy sont déjà arrivés ?» Léa et Zoé, toujours prêtes pour une mission, sautèrent du lit et quittèrent la pièce, leurs pas résonnant dans le couloir. Jean-Luc s'assit sur la chaise à côté du lit, ses mains agitées. « Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui se passera quand tu quitteras l'hôpital. » Sophie fronça légèrement les sourcils, une note d'inquiétude dans sa voix. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, » commença Jean-Luc, choisissant ses mots avec soin, « je ne suis pas à l'aise avec le fait que toi et les filles retourniez dans ce minuscule appartement, surtout compte tenu de ta convalescence. » Sophie se redressa, une étincelle de défense dans les yeux. « Jean-Luc, j'apprécie ton inquiétude, mais cet appartement est notre maison. Nous y sommes bien. » Jean-Luc prit une profonde inspiration, sentant à quel point le sujet était délicat. « Je sais, Sophie, et je ne suggère pas que tu abandonnes ton indépendance. Mais, et si nous trouvions un compromis? Un appartement plus grand dans le Marais, plus proche de moi et de papa et maman, où tu pourrais avoir plus d'espace et de soutien. » Sophie resta silencieuse un moment, clairement tiraillée par des émotions contradictoires. « Jean-Luc, je ne peux pas accepter un appartement de ta part. »« C'est trop ?»« Ce n'est pas un cadeau, Sophie, » dit Jean-Luc doucement. « Pense-y comme un investissement dans notre famille. Tu peux payer un loyer équitable si ça te met plus à l'aise. Ce qui compte, c'est que toi et les filles soyez en sécurité et à l'aise. » Sophie se mordit la lèvre, des années de fierté et d'autonomie luttant contre l'idée d'une vie meilleure pour ses filles. « Je ne sais pas, Jean-Luc. Et si ça créait une dynamique étrange entre nous? Et si je me sentais redevable ?» Jean-Luc lui prit la main, ses yeux sincères. « Sophie, tu es ma sœur. Les filles sont mes nièces. Il n'y a pas de dette entre familles. Je veux juste aider, faire partie de vos vies de manière significative. » Sophie soupira, ses yeux débordant de larmes. « C'est juste que, pendant si longtemps,
C'était juste moi, me battant, m'en sortant, faisant tout toute seule. C'est difficile d'accepter de l'aide maintenant. Jean-Luc hocha la tête avec sympathie. Je comprends, et j'admire profondément ta force, mais tu n'as plus à le faire seul. Nous sommes tous là maintenant, voulant te soutenir, toi et les filles. Un silence confortable emplit la pièce alors que Sophie réfléchissait aux paroles de Jean-Luc. Finalement, elle parla, sa voix douce mais résolue. « D'accord, considérons-le, mais avec quelques conditions. » Jean-Luc se pencha en avant, impatient. « Bien sûr, tout ce que tu veux. Premièrement, dit Sophie, je veux avoir mon mot à dire dans le choix de l'appartement. Il faut que ce soit un endroit où je me sente chez moi, pas juste une propriété que tu as choisie. » Jean-Luc hocha la tête avec empressement. « Absolument. En fait, j'espérais que nous pourrions chercher ensemble. Deuxièmement, poursuivit Sophie, je paie un loyer, une juste valeur marchande. Je ne veux pas de faveur spéciale. » Jean-Luc hésita, mais voyant la détermination de Sophie, il accepta. « D'accord. Nous pouvons établir un bail formel, si ça t'aide à te sentir mieux. » Sophie se détendit un peu, un petit sourire se formant. « Et troisièmement, ça ne veut pas dire que tu peux passer à l'improviste quand tu veux. Nous avons encore besoin de notre espace et de notre routine. » Jean-Luc gloussa, le soulagement évident dans sa voix. « Je promets que je respecterai votre vie privée. J'appellerai toujours avant. » L'accord étant conclu, ils passèrent l'heure suivante à discuter des emplacements potentiels et des types d'appartements. Jean-Luc montra à Sophie des annonces qu'il avait enregistrées sur sa tablette, et bientôt il pesait avec enthousiasme les avantages et les inconvénients de différents quartiers et styles architecturaux. Quand Léa et Zoé revinrent avec leurs grands-parents, elles trouvèrent Sophie et Jean-Luc penchés sur la tablette, riant et pointant des photos. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Zoé, curieuse. Sophie et Jean-Luc échangèrent des sourires avant que Sophie ne réponde. « Eh bien, les filles, nous pensons déménager dans un nouvel appartement quand je quitterai l'hôpital. Qu'en pensez-vous » Les jumelles réagirent immédiatement et avec enthousiasme. Léa commença à énumérer toutes les choses qu'elle voulait dans sa nouvelle chambre, tandis que Zoé sautillait en demandant s'il pourrait avoir un balcon pour les fleurs. Geneviève et Bernard observèrent la scène avec des sourires émus. « On dirait que vous deux êtes parvenus à un accord, » observa fièrement Bernard. Jean-Luc hocha la tête, passant un bras autour des épaules de Sophie. « Oui, nous franchissons une nouvelle étape en tant que famille. » Au fil de l'après-midi, la chambre d'hôpital se remplit de rires et de rêves partagés. Des plans furent faits pour visiter des appartements, des débats surgirent sur les idées de décoration et des discussions animées éclatèrent sur la meilleure couleur pour les murs du salon. Pour Sophie, bien qu'elle ressente encore une pointe d'appréhension à l'idée d'accepter de l'aide, il y avait un sentiment croissant d'espoir et de possibilité. Elle regarda autour de la pièce, sa famille réunie, ses filles excitées, son frère attentionné, ses parents aimants, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment chez elle. L'avenir, autrefois si incertain et effrayant, brillait maintenant de promesses. Un nouveau foyer signifiait plus qu'un simple changement d'adresse. C'était un symbole d'un nouveau départ pour eux tous. Et Sophie était prête à embrasser ce nouveau voyage, avec sa famille à ses côtés. Le son des rires et l'arôme du café frais emplissaient le salon du nouvel appartement de la famille Dubois. Sophie, confortablement assise sur le canapé fraîchement acheté, regardait avec un sourire ses filles, Léa et Zoé, s'agiter, portant des échantillons de couleurs et des chutes de tissu. « Maman, regarde, ce bleu ne serait-il pas adorable dans ma chambre ?» s'écria Zoé en brandissant une bande de papier peint bleu ciel. Sophie hocha la tête, son cœur débordant de joie face à l'enthousiasme de sa fille. « C'est magnifique, ma chérie, ça te va parfaitement. » Jean-Luc entra dans la pièce, portant un plateau de café et de chocolat chaud pour les filles. « Alors, comment avance la décoration ?» demanda-t-il en distribuant les boissons. « Oncle Jean-Luc, » dit sérieusement Léa, « penses-tu que je peux avoir une bibliothèque du sol au plafond,
Dans ma chambre ?» Jean-Luc rit, échangeant un regard complice avec Sophie. « Eh bien, nous devrons mesurer pour être sûrs, mais je ne vois pas pourquoi pas. » Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'activités et d'émotions. Depuis que Sophie avait appris qu'elle pouvait sortir de l'hôpital, la famille Dubois s'était réunie avec un seul objectif: préparer le nouvel appartement pour Sophie et les jumelles. Le logement, un charmant 2 pièces dans un immeuble haussmannien du Marais, avait été soigneusement choisi par Sophie et Jean-Luc, niché dans une rue calme à mi-chemin entre l'appartement de Jean-Luc et celui de leurs parents. Il offrait l'équilibre parfait entre le soutien familial proche et l'indépendance que Sophie appréciait tant. Geneviève et Bernard entrèrent, portant des boîtes de décoration. « Regardez ce que nous avons trouvé dans le grenier », annonça Geneviève avec enthousiasme. « Quelques objets de votre enfance, Sophie. Nous avons pensé que tu aimerais quelques touches nostalgiques dans ton nouvel endroit. » Sophie prit délicatement la boîte, les larmes lui montant aux yeux à la vue de vieux jouets et de photos de famille. « Oh, maman, c'est merveilleux. »« Merci. » Bernard posa une main sur l'épaule de Sophie. « Nous sommes si heureux de faire partie de ça, ma chérie, d'être là pour toi et les filles. » Leur moment fut interrompu par Zoé, qui ramassa une vieille photo de Sophie et Jean-Luc enfant. « Maman, c'est toi et oncle Jean-Luc. Vous avez l'air si heureux. » Sophie prit la photo, un sourire nostalgique sur son visage. « Oui, c'est nous. C'était pendant un voyage de camping en été. Tu te souviens, Jean-Luc ?» Jean-Luc s'approcha et jeta un coup d'œil à la photo par-dessus l'épaule de Sophie. « Comment pourrais-je oublier ? C'est quand tu as insisté pour monter notre tente et que nous avons fini par dormir à la belle étoile parce qu'elle s'est effondrée. » Tout le monde rit et l'air se remplit d'histoires. Sophie et Jean-Luc racontèrent des souvenirs de leur enfance, tandis que Geneviève et Bernard intervenaient avec des détails et leurs propres perspectives. Les jumelles écoutaient, enchantées, découvrant une partie de leur histoire familiale qu'elles n'avaient jamais connue. Au fil de la journée, l'appartement prit vie. Dans la chambre de Léa, Jean-Luc et Bernard travaillaient ensemble pour construire la bibliothèque convoitée, leur voix calme, discutant du temps perdu et des projets futurs. « Tu sais, papa, » dit Jean-Luc en ajustant une étagère, « je suis vraiment reconnaissant que nous soyons tous réunis. Je suis désolé pour le temps que nous avons perdu. » Bernard fit une pause, regardant son fils. « Moi aussi, Jean-Luc. Mais l'important, c'est que nous soyons là maintenant, à reconstruire non seulement cet appartement, mais notre famille. » Dans la pièce voisine, Sophie et Geneviève peignaient les murs de la chambre de Zoé dans la nuance de bleu choisie. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait au son de leur rire. « Maman, » commença Sophie avec hésitation, « je veux te remercier d'être là, de me soutenir, pour tout. » Geneviève posa le rouleau à peinture, se tournant vers sa fille, les yeux embués de larmes. « Oh, Sophie, c'est nous qui devrions te remercier, de nous avoir donné une seconde chance, de nous laisser faire partie de la vie des filles. » Elles s'étreignirent, des années de malentendus et de blessures se dissolvant dans ce geste simple mais profond. Pendant ce temps, dans la cuisine, Léa et Zoé avaient pris les choses en main, organisant les ustensiles, transformant cela en un jeu de tri par taille et par couleur. « Léa, » dit Zoé pensivement, tenant une cuillère en bois, « penses-tu qu'on sera heureuse ici ?» Léa fit une pause, considérant la question avec tout le sérieux d'une fillette de 4 ans. « Je pense que oui. Maman a l'air plus heureuse, non? Et nous avons oncle Jean-Luc et mamie et papy tout près maintenant. » Léa hocha la tête, un large sourire se propageant sur son visage. « C'est vrai. Et nous avons des chambres plus grandes. » Les rires des filles résonnèrent dans l'appartement, un son qui réchauffa le cœur de chaque adulte. Alors que le soir tombait, la famille se rassembla dans le salon, entourée de boîtes à moitié ouvertes et de meubles encore en désordre. Des pizzas furent commandées et tout le monde s'assit par terre, formant un cercle impromptu. « Alors, » dit Jean-Luc en regardant sa famille, « qu'en pense tout le monde jusqu'à présent ? » « J'adore, »
s'exclama immédiatement Zoé. « Ma chambre est de la couleur du ciel. Et j'ai de la place pour tous mes livres », ajouta Léa avec un sourire satisfait. Sophie regarda ses filles, puis son frère et ses parents. « C'est plus que tout ce que j'aurais pu imaginer, » dit-elle doucement. « Pas seulement l'appartement, mais ça. Nous tous, ensemble. » Geneviève prit la main de Sophie, la serrant doucement. « C'est comme ça que ça aurait toujours dû être, ma chérie. Et c'est comme ça que ce sera à partir de maintenant. » Bernard leva sa part de pizza dans un toast improvisé. À la famille Dubois, au nouveau départ et au pont reconstruit. Tout le monde leva sa part, riant et acquiesçant. La nuit se poursuivit avec des histoires partagées, des projets pour l'avenir et des silences confortables. Finalement, les jumelles s'endormirent sur le tapis, entourées d'échantillons de papier peint et de chutes de tissu. Alors que Sophie bordait ses filles endormies, elle sentit une vague de gratitude si forte qu'elle la submergea presque. Regardant sa famille, Jean-Luc rangeant tranquillement les boîtes, ses parents nettoyant après le dîner, elle réalisa que ce nouvel appartement était bien plus que des murs et un toit. C'était un symbole de pardon, d'amour inconditionnel et de seconde chance. Un lieu où les vieilles blessures pouvaient guérir et où de nouveaux souvenirs seraient créés. C'était, à tous égards, un nouveau départ. Quand tout le monde se dit enfin bonsoir, promettant de revenir tôt le lendemain matin pour continuer à déballer, Sophie se retrouva seule dans le salon. Elle marcha lentement à travers l'appartement, ses doigts caressant les murs fraîchement peints, son cœur débordant d'espoir pour l'avenir. Cet appartement, pensa Sophie, n'était pas seulement un lieu de vie. C'était un testament à la résilience de sa famille, un monument au pouvoir du pardon et de l'amour. Et alors que le jour du déménagement approchait, elle savait qu'elle ne déménageait pas seulement à une nouvelle adresse. Elle commençait un tout nouveau chapitre de sa vie, avec sa famille à ses côtés, plus forte et plus unie que jamais. Le soleil du matin baignait de chaleur la façade de l'immeuble haussmannien, les fenêtres reflétant la promesse d'une nouvelle journée. Un petit groupe s'était rassemblé sur le seuil, devant la lourde porte cochère. Jean-Luc, l'air à la fois anxieux et déterminé, Geneviève et Bernard, chacun portant des boîtes et des sourires pleins d'espoir, et les jumelles, Léa et Zoé, débordant d'énergie et d'excitation. Le son d'un véhicule qui approchait les fit tous se tourner. C'était la camionnette de transport de l'hôpital qui amenait Sophie à la maison, qui l'amenait dans leur nouveau foyer. Jean-Luc fut le premier à bouger, ouvrant la portière du véhicule et tendant la main à sa sœur. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Sophie », dit-il, la voix rauque d'émotion. Sophie prit la main de Jean-Luc, ses yeux brillants de gratitude et d'une touche d'appréhension. Elle marqua une pause lorsque ses pieds touchèrent le trottoir, contemplant la vue de l'immeuble et de sa famille réunie. « Maman !» Les voix des jumelles rompirent le silence, et en quelques secondes, Sophie fut enveloppée dans des étreintes serrées de Léa et Zoé. « Oh, mes petites !» murmura Sophie en embrassant le sommet de leur tête. « Nous sommes enfin à la maison, n'est-ce pas ?» Geneviève s'avança, les larmes aux yeux. « Allez, ma chérie, entrons et installons-toi. » Alors que la famille entrait dans l'appartement, l'air était chargé d'émotion et d'anticipation. Sophie regarda autour d'elle, étonnée de la transformation qui avait eu lieu ces dernières semaines. Les murs autrefois vides étaient maintenant ornés de photos de famille et d'œuvres d'art colorées choisies par les jumelles. Des meubles soigneusement sélectionnés remplissaient les pièces, créant un environnement douillet et accueillant. « C'est parfait », murmura Sophie, la voix tremblante. « Je ne sais même pas comment vous remercier tous. » Jean-Luc passa un bras autour de sa sœur. « Tu n'as pas à nous remercier, Sophie. C'est ce que fait la famille. » Bernard, portant le dernier des sacs de Sophie, sourit à sa fille. « Nous sommes si heureux que tu sois là, princesse. Cet appartement t'attendait. » Les jumelles, incapables de contenir leur excitation, prirent les mains de Sophie. « Viens, maman, on veut te montrer nos chambres. » Sophie rit, se laissant guider par ses filles. Le reste de la famille suivit de près, impatient d'assister à sa réaction.
Premier arrêt. La chambre de Léa. Les murs étaient peints d'un vert doux, et la bibliothèque promise du sol au plafond dominait un mur. Léa courut vers son nouveau bureau, attrapant un dessin. « Regarde, maman, j'ai dessiné toute notre famille dans notre nouvel appartement. » Sophie prit le dessin, les larmes aux yeux, en voyant les bonshommes allumettes, les représentant tous. Jean-Luc, Geneviève, Bernard, Léa, Zoé et elle-même. « C'est magnifique, Léa. Nous l'encadrerons et l'accrocherons dans le salon, d'accord ?» Ensuite, ce fut la chambre ciel de Zoé. Les murs bleu doux créaient une atmosphère sereine, et de petits nuages blancs étaient peints près du plafond. « Regarde, maman, papy m'a aidé à mettre des étoiles qui brillent dans le noir. » Zoé montra le plafond, où des dizaines de minuscules autocollants d'étoiles formaient des constellations. Sophie serra ses filles dans ses bras, une vague d'amour et de gratitude la submergeant. « Vos chambres sont merveilleuses, mes chéris. Vous avez dû travailler si dur. Nous l'avons tous fait, » dit Jean-Luc avec un sourire. C'était un effort familial. De retour en bas, ils se rassemblèrent tous dans le salon. Geneviève avait préparé du thé et des biscuits, et tout le monde s'installa sur les canapés et les chaises. « Vous savez, » commença Bernard en regardant sa famille réunie, « il y a quelques mois à peine, je n'aurais jamais pu nous imaginer tous ici comme ça. » Geneviève hocha la tête, prenant la main de son mari. Tant de temps perdu, tant de douleur. « Mais regardez-nous maintenant. Nous sommes là, ensemble, » intervint Jean-Luc, son regard passant de Sophie aux jumelles, puis à ses parents. « Une famille, à nouveau. » Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Je veux vous remercier tous, pas seulement pour l'appartement, mais pour ne pas avoir abandonné, pour moi, pour nous. » Elle regarda ses filles, qui jouaient joyeusement sur le tapis. « Pendant si longtemps, j'ai pensé que je devais tout faire seul, que demander de l'aide était une faiblesse. » Jean-Luc se pencha en avant, son expression sérieuse. « Sophie, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Élever ces merveilleuses filles toutes seules, lutter contre une maladie si grave. Tu es incroyable. Et maintenant, ajouta doucement Geneviève, tu n'es plus seule. Nous sommes tous là, prêts à vous soutenir, toi et les filles, dans tout ce dont vous avez besoin. » Bernard se racla la gorge, visiblement ému. « Tu sais, Sophie, ta mère et moi avons fait beaucoup d'erreurs. Nous étions trop durs, trop inflexibles. Mais si tu nous donnes la chance, nous aimerions rattraper tout ce temps perdu. » Sophie regarda ses parents, des années de blessures et de ressentiments fondants face à leur amour évident. « J'adorerais ça, » dit-elle doucement. Les jumelles, sentant l'importance du moment, s'approchèrent de Sophie. Léa, l'éternelle observatrice, demanda « Maman, ça veut dire qu'on verra plus souvent oncle Jean-Luc et mamie et papy maintenant ?» Sophie sourit, serrant ses filles dans ses bras. « Oui, ma chérie, nous les verrons beaucoup plus souvent à partir de maintenant. » En observant la scène, Jean-Luc sentit une vague d'émotion. Pendant des années, il s'était concentré sur la construction de gratte-ciel, l'expansion de son empire corporatif. Mais à cet instant, en regardant sa famille réunie, Sophie souriant sincèrement pour la première fois depuis des années, ses parents choyant leur petite fille et les jumelles remplissant la maison de rire, il réalisa que son plus grand projet, son plus grand accomplissement, n'était pas un bâtiment, mais la reconstruction de ses liens familiaux presque perdus. « Vous savez, dit-il, attirant l'attention de tous, j'ai passé des années à construire des choses, des tours, des entreprises, des fortunes. Mais rien ne se compare à ça. À nous, ici, ensemble. » Geneviève sourit à son fils. « Tu as raison, Jean-Luc. Ça, notre famille, c'est le vrai trésor. » Au fil de l'après-midi, l'appartement se remplit des rires des jumelles, de l'arôme du dîner en préparation et du son de conversations animées. Sophie, allongée sur le canapé et observant tout cela, ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était plus qu'un nouveau foyer, c'était un nouveau départ pour eux tous. Une chance de guérir les vieilles blessures, de créer de nouveaux souvenirs
et de renforcer les liens qui les unissaient. Quand le soir arriva et que les jumelles furent couchées, Sophie se retrouva seule sur le balcon, contemplant les lumières de Paris. Jean-Luc la rejoignit, lui offrant une tasse de tisane. « Alors, demanda-t-il doucement, comment te sens-tu » Sophie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Chez moi, » répondit-elle simplement. « Vraiment chez moi. » Et alors que le frère et la sœur se tenaient côte à côte sous le ciel parisien, ils savaient tous les deux que ce nouveau chapitre de leur vie serait rempli d'amour, de pardon et, surtout, de famille. L'avenir, autrefois si incertain, brillait maintenant de promesses et de possibilités infinies.